Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les entrepreneurs, merci de votre présence à ces rendez-vous parlementaires bretons. Et je tiens ici à souligner d'emblée le dynamisme et l'engagement des députés et sénateurs bretons sur les sujets numériques, parce que finalement, nos chemins se croisent en permanence et ils sont très engagés sur le terrain, dans leur circonscription, mais aussi dans les débats nationaux. Et cette vision qu'ils ont d'un numérique des territoires, eh bien, elle alimente complètement la stratégie qui est portée par le gouvernement au niveau national, et je veux ici les en remercier très chaleureusement. Alors, je crois que les débats qui ont eu lieu autour du projet de loi pour une République numérique à l'Assemblée nationale en janvier dernier ont été le reflet de l'importance qu'a aujourd'hui pris le numérique, d'abord pour nos concitoyens dans leur vie quotidienne, pour les stratégies de croissance des entreprises, de transition numérique de leur modèle économique, et aussi pour les orientations très structurelles des politiques publiques. Et sur ce dernier point, longtemps, nous sommes spécialisés dans les sujets infrastructure et dans les sujets culture. Dans tous les cas, ça finissait par UR. Et aujourd'hui, le numérique est partout et il est sorti du domaine des experts et des techniciens pour embrasser la globalité des enjeux liés à la modernisation et à l'avènement des technologies numériques. Mais il n'est pas à dire que l'entrée par les infrastructures, par les tuyaux, n'est pas importante. Elle demeure naturellement essentielle puisqu'il s'agit là de l'infrastructure et de la condition sans laquelle rien n'est possible. Mais je trouve très emblématique cette évolution de l'approche politique et parlementaire qui est celle qui est reflétée depuis quelques années, depuis quelques mois, et c'est assez récent, qui a compris l'importance des enjeux numériques. Et c'est le cas pour les usages et leur diffusion, notamment pour l'éducation, la formation continue, pour la médecine, c'est le cas pour améliorer la qualité des services publics, c'est le cas pour permettre de créer ici des contenus qui vont venir nourrir ce qui passe dans les tuyaux. Et c'est cette perspective, notamment autour d'enjeux de sécurité, d'enjeux de liberté, d'enjeux d'arbitrage entre le respect des données personnelles, la libre concurrence, qui s'est exprimé pleinement autour du sujet de l'économie de la donnée et de la société de la donnée. Alors, où être mieux pour en parler qu'en Bretagne? Parce que sur ces sujets des infrastructures, comme de la pensée numérique sur les usages, leur facilitation, notamment en utilisant les données, bien la Bretagne est tout à fait précurseur et elle continue de l'être. C'est un territoire qui est historiquement en pointe en matière de télécommunications, entre l'école Rennes Télécom, entre le pôle de haute technologie de Lannion ou celui de Brest. Souvent, ingénieur télécom rime avec Bretagne, ou en tout cas, quand on cherche bien, il y a toujours un lien. Une révélation plus nouvelle, peut-être ces dernières années, ça a été de voir à quel point cette terre d'entrepreneurs, qui souvent est très attachée à ses origines et à l'authenticité bretonne, eh bien, elle s'est entièrement tournée vers l'innovation, a permis de faire émerger un écosystème de start-up et d'entreprises innovantes. Et il n'est pas étonnant que la Bretagne soit aussi présente dans la French Tech. Finalement, ça a été non pas une impulsion donnée pour créer une dynamique, mais bien la révélation d'un écosystème qui était déjà présent, qui avait tous les ingrédients
pour réussir et qui demandaient à être simplement plus coordonnés, plus structurés pour obtenir une visibilité nationale et internationale. Et donc, Rennes, Saint-Malo ont été l'une des premières métropoles labellisées French Tech, et puis une très dynamique aussi qui est la French Tech Brest, avec peut-être une manière toute bretonne de faire écosystème. Et moi qui suis amenée à comparer comment les choses se passent dans notre pays et à travers le monde, c'est vrai qu'il y a une French touch bretonne, cette manière de rechercher l'accord, le consensus entre les partenaires publics et privés, entre les différents courants politiques, entre les grands groupes, les entreprises puissantes et très présentes et les jeunes pousses émergentes. Eh bien, je trouve que c'est là une des clés du succès de la Bretagne dans le numérique et sans doute aussi une des clés du succès du numérique dans l'économie et dans la société. Et sans doute les responsables politiques de tout poil auraient beaucoup à apprendre de ce type d'attitude. Alors, j'ai parlé du caractère pionnier de la Bretagne. C'est vrai aussi pour l'open data. Et alors que je m'interroge sur la suite de mon projet de loi, lorsqu'il sera adopté, j'espère au Sénat, dans des conditions aussi bonnes qu'à l'Assemblée nationale. Le texte arrive la semaine prochaine en lecture en séance publique. Il a été adopté à l'unanimité, moins une voix, à l'Assemblée nationale. Eh bien, il sera très important, après l'adoption de ce texte, de mettre en place un programme d'accompagnement des collectivités locales pour l'utilisation, l'exploitation, la diffusion et la réutilisation de la manière la plus optimale qui soit des données produites par les collectivités elles-mêmes ou par des établissements publics locaux. Et c'est là que Rennes est un laboratoire expérimental très intéressant. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai souhaité venir ici. Keolis, par exemple, a travaillé en tant qu'entreprise délégataire du service des transports de la ville, a travaillé avec Rennes pour démontrer tout le potentiel d'innovation, de transparence de l'action publique, d'information donnée aux citoyens de l'open data, avec une dynamique qui a débouché à l'ouverture des données en temps réel des réseaux de transport, notamment de bus et de métro. Et puis c'est aussi, si je ne m'abuse, la première ville qui a ouvert ces données budgétaires et qui a également rendu disponibles les données sur les mesures des niveaux d'émissions radioélectriques. Donc là, on est dans une culture de l'ouverture et de la transparence qui, aujourd'hui, historiquement, fait consensus parce qu'elle remplit deux objectifs en même temps, et c'est la première fois, un objectif démocratique qui est celui de la redevabilité, de la transparence de l'action des élus, et puis un objectif d'innovation, parce qu'on sait que plus que jamais, cette économie de l'immatériel, ces données qui sont produites par nos administrations, non seulement elles appartiennent à tout le monde, mais lorsqu'elles sont ouvertes au service de l'intérêt général, eh bien, elles peuvent permettre à des entreprises innovantes d'inventer de nouveaux outils, de nouveaux services, eux-mêmes plus innovants. Et puis, Rennes est aussi très innovante en matière de démocratie contributive, participative, et là aussi embrasse totalement cette culture du numérique. Je sais que tout récemment, le budget de la ville a été pour partie voté de manière participative. Si mes chiffres sont corrects, ce sont 3,5 millions d'euros qui ont été débattus et dont l'utilisation a été choisie par les habitants de la ville. Plus de 200 projets ont été présentés et au final 50 ont été retenus qui vont de la construction d'un mur d'escalade à celle de jardins collaboratifs, tout ça pour dire que nous sommes face à un terreau d'expérimentation et c'est avec des lunettes grossissantes et pas de réalité augmentée mais de réalité intéressée que je viens constamment m'imprégner de tout ce qui est fait ici.
Alors, le projet de loi pour une république numérique, il vise justement à faire prospérer l'utilisation des données au service de l'innovation. Que fait ce texte? Eh bien, il met un principe qui est l'open data par défaut, l'obligation par défaut pour les administrations d'ouvrir leurs données publiques. Il crée un service public de la donnée. Il permet l'appariement par la statistique publique de fichiers administratifs. Et finalement, le choix qui est fait, c'est de faire émerger un rôle d'État stratège et d'État accompagnateur qui permet de favoriser ces flux de données. La donnée, ce n'est pas comme le pétrole, ce n'est pas une ressource rare et donc chère, c'est tout l'inverse. La donnée, plus elle est ouverte, c'est plus comme la lumière, plus elle est ouverte, plus elle se diffuse, alors plus elle peut bénéficier à tout le monde. Mais pour cela, il faut accompagner les collectivités locales qui auraient des besoins de formation en interne au sein de leurs administrations, formation des élus locaux aussi, à tout le potentiel à attendre de cette open data. Et c'est le sens du programme d'accompagnement que je souhaite mettre en œuvre pour que cette loi ne soit pas une loi principielle qui reste dans les tiroirs des administrations, mais qu'elle s'accompagne d'un changement profond, structurel, qui renverse la manière d'appréhender l'utilisation des données dans notre pays. Là aussi, l'exemple breton est très parlant. Une entreprise telle que Handimap, qui fournit des itinéraires de mobilité pour les personnes en situation de handicap, a pu se créer grâce aux initiatives pionnières d'ouverture des données à Rennes. Et donc notre rôle sera certainement d'identifier ces meilleures pratiques, d'identifier ce qu'il est possible de faire à l'échelle des territoires selon leur taille pour faire circuler ces meilleures pratiques et accompagner les collectivités qui auraient plus de difficultés à appréhender l'économie et la société de la donnée ou en assumer les coûts de formation, les coûts de structure, d'où l'idée de mutualiser de plus en plus les plateformes d'accueil et de partage des données entre collectivités et entre acteurs publics et acteurs privés. Alors, pour faire émerger l'économie numérique et pour que le numérique soit véritablement porteur de croissance, et pas à 5 points du PIB, mais à 10, mais à 15, et pour que notre pays ne soit pas un pays composé de consommateurs passifs d'un numérique produit et conçu par d'autres, mais soit bien un acteur des transformations numériques qui sont à l'œuvre au niveau mondial, eh bien, il faut instaurer un climat de confiance. Le législateur s'y est employé, et ce, depuis plusieurs années. Nous ne prétendons pas refaire l'histoire ou refaire le monde. En 2004, une loi pour la confiance dans l'économie numérique avait été votée, qui aujourd'hui est toujours très valable. Simplement, cette loi, les technologies évoluant à une vitesse plus fascinante que jamais, eh bien cette loi, elle devait être actualisée et revue à l'aune de lois très fondamentales telles que la loi de 1978 sur les données personnelles, la loi de 1978 sur l'accès aux documents administratifs ou encore la loi de 86 sur l'audiovisuel. Eh bien, tout ce socle législatif a pour but la confiance dans l'économie numérique. Et on se rend bien compte que là aussi, plus que jamais, cette confiance, elle repose sur une utilisation raisonnée, protectrice des données personnelles. Et la frontière entre données publiques, données d'intérêt général telles qu'elles sont créées dans mon projet de loi, et données personnelles est potentiellement floue, et il appartient aux législateurs, au gouvernement et aux régulateurs de bien définir cette frontière. Nous le faisons en renforçant le régime de protection de la vie privée sur Internet, en affirmant le principe de neutralité du net dans la loi, en introduisant une règle de loyauté des plateformes pour qu'il y ait
un rapport de force entre les consommateurs, les utilisateurs d'Internet et les géants de l'Internet qui fournissent des services, un rapport plus équilibré où le consommateur peut faire des choix de manière éclairée et dans un environnement qui soit totalement concurrentiel. Lorsque la France, à Bruxelles, au niveau européen, parle de la régulation des plateformes, tout cela peut vous paraître assez éloigné des enjeux qui sont les vôtres au quotidien, qui sont de trouver les financements et de vous assurer notamment du déploiement efficace de la fibre optique partout dans les territoires, y compris les plus ruraux. Pourtant, nous sommes là au cœur des enjeux du numérique tel qu'il se pose à vous comme au gouvernement. Lorsque la France parle de la régulation des plateformes, des géants de l'Internet, parle-t-elle de réguler pour le plaisir de réguler, pour introduire de nouvelles règles qui seraient vécues comme des contraintes par des entreprises? Absolument pas. Derrière ce mot de régulation, qui est en réalité regulation, regulation n'a pas le même sens en français et en anglais, il y a cette idée de garantir les conditions du libre marché et de la concurrence. Et cette libre concurrence se fait au bénéfice des consommateurs finaux qui sont les utilisateurs d'Internet. Aujourd'hui, ce que nous défendons, c'est un Internet qui est libre, qui est neutre, qui permet le choix, qui protège les données personnelles et qui permet d'apporter de la croissance et de la création d'emplois, notamment à partir de l'utilisation des données lorsqu'elles sont bien protégées. La régulation des plateformes, elle passe par l'introduction de ce principe de loyauté qui permet une information plus claire, plus transparente des consommateurs lorsqu'ils ont accès aux services numériques. Et puis, vous le savez mieux que quiconque, vous qui êtes en lien avec nos concitoyens, il n'y a pas de numérique sans égalité dans l'accès. Or, la réalité, c'est que cet accès, il est rendu difficile pour des personnes en situation de handicap, il est rendu difficile pour des personnes qui n'auraient pas accès pour des raisons financières, il est rendu difficile lorsque on habite dans des zones qui sont plus reculées et très mal desservies, tant en couverture mobile qu'en couverture par des réseaux fixes. Sur ces trois sujets, le texte de loi apporte des réponses très concrètes qui doivent permettre de changer le quotidien de nos concitoyens grâce à un numérique qui, là aussi, est un vecteur d'opportunité, d'intégration, d'égalité et non pas de menaces ou de fractures. Et je salue là le travail de Corinne Erel, notamment pour les personnes en situation de handicap, parce que son engagement aura permis d'avancer sur ce sujet et de placer la France comme étant attendue au niveau européen au moment où la directive sur l'accessibilité numérique se négocie. Et donc, handicap, pour le maintien, la connexion des foyers les plus fragiles à Internet. Là aussi, c'est l'affirmation d'un Internet bien commun, d'un Internet bien essentiel, comme le fait désormais l'Organisation des Nations Unies, qui est choisie par le gouvernement. Et c'est la première fois dans notre pays que c'est ainsi que Internet est perçu et assumé, au même titre que l'eau, que le gaz, que l'électricité. Cet accès à Internet, il doit être assuré et garanti pour tous. Et c'est aussi vrai pour les territoires les plus reculés. Alors, sur ces sujets, l'action publique prend du temps. Elle est extraordinairement complexe. Elle est complexe lorsqu'il s'agit de monter les schémas financiers, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre de manière opérationnelle les chantiers de déploiement, lorsqu'il s'agit de trouver des accords avec les opérateurs de télécommunications dans un dialogue vigilant. Et sur ces sujets, je crois que le gouvernement avance avec une volonté de faire, une très grande détermination pour répondre à l'urgence qui est celle de nos concitoyens, qui est vécue comme telle, ce sentiment d'un décalage entre les affiches commerciales et publicitaires, entre les affichages de couverture de très haut débit et de couverture mobile et la réalité qui est ressentie sur le terrain
qui est celle d'une difficulté à communiquer de façon continue, et ce, presque partout. Et donc, là encore, je crois que les débats au Sénat seront l'occasion, avec des parlementaires très avertis sur ces sujets, d'avancer ensemble dans un esprit très constructif, comme cela a été le cas à l'Assemblée nationale. Voilà, donc ce numérique que je défends au sein du gouvernement, mais qui est porté aussi par l'ensemble de mes collègues, puisque, comme je l'ai souligné dans mes propos introductifs, le numérique, il est partout, il est à la santé, il est à l'éducation nationale, il est au tourisme, il est à l'industrie, à l'agriculture, et je crois que ça sera là la marque de fabrique de ce gouvernement, que d'avoir réussi à passer à l'échelle dans sa manière d'appréhender les enjeux numériques. Eh bien, le choix du gouvernement, c'est celui d'une société numérique qui soit ouverte, solidaire, qui valorise le partage, l'échange, tout cela afin de favoriser l'adhésion des individus, des entreprises et des services publics. Donc, il n'y a pas de fatalisme dans le numérique. Une start-up n'est pas condamnée à partir dans la Silicon Valley si elle naît en Bretagne. Bien au contraire, l'innovation, grâce au numérique aujourd'hui, elle peut éclore partout, et si elle est bien accompagnée, elle peut croître partout. Et c'est là l'alchimie qui permet à notre numérique à la française d'être véritable porteur d'opportunités et d'espoir pour nos territoires. Donc merci aux Bretons pour leur engagement et pour la vision qu'ils portent sur ces sujets. Merci de votre attention.